les PPP donc comme solution, enfin on va régler un problème avant d'avancer. C'est quoi exactement? Est-ce que on peut avoir des éléments clairs pour comprendre le schéma? C'est quoi le PPP? Le PPP, Omar, est un schéma contractuel assez innovant qui permet à l'État, lorsqu'il est question de réaliser un projet public, de ne pas solliciter forcément son budget, de faire un montage juridico-financier sur la base duquel un privé accepte de s'engager et il va lever les fonds en son nom personnel pour la réalisation du projet, lequel projet étant configuré de manière à générer des revenus qui lui permettront après de rembourser son prêt et de distribuer des dividendes. Finalement, l'État met juste un schéma qui permet de réaliser son projet sans que son budget ne soit sollicité. C'est ça l'intérêt du projet PPP. Et le PPP est un cadre contractuel assez complexe quand même, avec une certaine distribution des relations. C'est vrai qu'il y a une partie privée et l'État qui sont dans un contrat, mais derrière, il y a également d'autres acteurs. Je vous ai dit tout à l'heure que le privé, sur la base du contrat qu'il a passé par l'État, il va chercher un partenaire qui accepte de l'accompagner dans le financement du projet. Donc, suivez mon regard, derrière, il y a un prêteur. Donc, le prêteur est dans le schéma. C'est pourquoi, dans le cadre des PPP, on parle d'accord direct. Parce que le prêteur qui accepte de financer le projet, quand bien même il est dans une convention de financement avec un partenaire privé, puisque le projet est réalisé au bénéfice de l'État, le privé va dire à l'État, attendez, venez, nous allons passer un accord direct pour sécuriser un peu le financement que j'ai accordé à ton partenaire, qui doit réaliser le projet. C'est ça qu'on appelle l'accord direct, c'est là où des garanties sont demandées, des garanties souveraines peuvent être réclamées pour assurer le remboursement du prêt qui a été consenti. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'utilisateur, parce que le PPP, soit c'est un PPP d'infrastructure, et quand on parle de PPP d'infrastructure, c'est un PPP dont l'objet est de procéder à la réalisation d'une infrastructure. Ça peut être une infrastructure sociale, comme un hôpital, une université. Ça peut être une infrastructure économique, comme une autoroute, etc. Mais quelle que soit la nature de l'infrastructure, c'est une infrastructure qui est réalisée. Mais dans tous les cas, l'infrastructure n'a pas été réalisée pour simplement disposer d'une infrastructure. In fine, il y a un service qui est attendu. Donc l'infrastructure est le support d'un service. Mais quand le PPP porte sur la réalisation d'une infrastructure, on parle de PPP d'infrastructure, mais il y a des hypothèses où ce n'est pas une infrastructure qui est attendue du privé. On a déjà une infrastructure pour l'exploitation de laquelle l'État n'a pas forcément les ressources humaines qualifiées pour le faire. À partir de ce moment, l'État s'attache les services d'un opérateur, et on peut donner l'exemple du centre de contrôle que vous connaissez très bien, de Anne. C'est l'État qui a réalisé le centre, et sur la base de son budget. Mais pour l'exploitation, puisque l'exploitation a un caractère commercial, l'État confie l'exploitation à un opérateur, c'est ça qu'on appelle les PPP de service. Là également, ça permet d'impacter et de réduire les dépenses de personnel. Là où l'État devrait être obligé de recruter un personnel pour exploiter le centre, l'État laisse le privé prendre son propre personnel. Là, vous affectez, vous réduisez, en tout cas, vous maintenez les dépenses de personnel dans des proportions qui soient acceptables pour le budget de l'État. Donc finalement, ça permet d'investir sans toucher le budget de l'État. Ça permet également de faire fonctionner des services sans être obligé de faire face à des dépenses de personnel qui sont incompressibles. Alors, donc c'est un défi important. Aujourd'hui, l'État doit mobiliser des ressources pour financer les investissements, parce que on a vu que dans le document qui est discuté actuellement, je veux dire, la part de l'investissement est faible. On l'a vu, 2 milliards et quelques, c'est pratiquement rien. Donc, les PPP s'imposent à l'État dans le contexte actuel, c'est ça? C'est aujourd'hui, à mon avis, presque une panacée. Ce n'est pas parce que je suis un militant des PPP que je le dis, mais pour moi, c'est un instrument qui cadre parfaitement à la situation économique et sociale de notre pays. Aujourd'hui, c'est le PPP qui permet de nous tirer d'affaire. Parce que le PPP nous permet de réaliser des projets. Le développement, c'est des projets. Bien sûr. Le PPP nous permet de réaliser des projets sans solliciter notre budget. C'est ça l'intérêt. Maintenant, après, les dispositions qu'il faut prendre, c'est peut-être de rentrer dans des schémas sécurisés, d'avoir des ressources humaines qualifiées pour préparer ces projets. Et ça, c'est extrêmement important. Un projet, il faut le préparer. Bien sûr. La préparation du projet permet à l'État d'avoir les éléments objectifs sur son profil économique pour que demain, le privé ne puisse pas lui dire non, c'est pas, il faut que j'augmente ici. Ça permet à l'État d'avoir de la visibilité, de paramétrer le projet de manière à atteindre ses objectifs avant de faire appel à un privé pour sa réalisation. La préparation du projet, Omar, si vous me le permettez, j'insiste sur ça. Un projet ne se décrète pas. Un projet, il se sécrète. Il doit être identifié, il doit être évalué. Et d'ailleurs, la loi a prévu l'obligation de passer par l'évaluation préalable du projet. C'est une prescription légale et réglementaire. C'est la loi qui le dit. Vous ne pouvez pas faire un projet PPP si vous n'en faites pas
l'évaluation préalable. Donc attention, on doit aller vite, mais il faut qu'on regarde. Parce que sinon, on rentre dans des schémas qui vont nous... on va rester dans lesquels on reste pendant 30 ans, alors qu'on est sûr que ce schéma n'est pas en adéquation et en congruence avec nos intérêts, avec nos objectifs. C'est là peut-être le défi qu'il faudra relever. Bien préparer les projets, bien les regarder sur le plan technique. Et il y a une procédure pour ça, que les gens maîtrisent, hein, une procédure de préparation des projets PPP. Si on passe par là, ça nous permet d'avoir des projets qui font sens sur le plan économique et sur le marché. D'accord. Donc, ils vont faire venir des investisseurs, qui vont intervenir, investir dessus et qui vont permettre à nos pays d'avoir plus d'écoles, plus de routes, plus d'autoroutes, plus d'aéroports, etc. On aborde les risques en lien avec le contexte qui peut se présenter. Finalement, ils sont de quel ordre, les risques? Ils peuvent être des risques sociaux, économiques, voilà. Le risque d'un projet dépend de la nature du projet. Si vous devez faire, par exemple, un bâtiment sur plusieurs niveaux, il peut y avoir un risque pédologique le sol. Si vous devez faire une autoroute qui traverse plusieurs contrées, vous pouvez avoir un risque archéologique parce que vous travaillez des zones qui sont classées patrimoine historique mondial, par exemple. On a connu des projets ici au Sénégal où on a déplacé des cimetières. Vous connaissez la cité Apix. Donc tout ça, c'est des risques. Il peut y avoir un risque technologique. Aujourd'hui, on parle du New Deal technologique. Vous savez, sur le plan technologique, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence des technologies. Aujourd'hui, une technologie, elle est là, assez intéressante, mais elle peut être dépassée dans 5 ans. C'est-à-dire, si vous mettez un projet sur un PPP, un privé sur un projet de 30 ans, un projet technologique, il faut faire attention par rapport au renouvellement de la technologie, parce que la technologie peut être dépassée. C'est un risque technologique. Et ça, c'est paramétré dans le contrat. Comment faire de telle sorte que si la technologie évolue, que le privé puisse prendre les dispositions pour mettre à jour, afin de maintenir le niveau de performance qui est attendu. Ça, il y a un risque de change quand le projet est financé sur des devises étrangères. La dette qui a été contractée sur des devises étrangères. Et s'il y a fluctuation, etc., perturbation de la parité, des trucs comme ça, il peut y avoir un impact financier sur le projet. Donc les risques, ils sont pluriels. Mais peut-être le risque le plus important, c'est pratiquement ce qu'on appelle le risque pays. Aujourd'hui, quand on l'évoque, on pense à la stabilité politique d'un pays. Est-ce que la paix et la stabilité constituent véritablement des éléments indispensables à la réalisation des projets FPP? Le risque pays est un risque presque synthétique qui impacte le projet dans toutes ses implications. Par exemple, si vous prenez la question de la durée d'un projet PPP, des fois dans le cadre des PPP, la durée est paramétrée en tenant compte des échéances électorales. On a connu dans le monde des projets qui ont été résiliés parce que simplement il y a eu un nouveau régime. Et ça, le privé est très regardant par rapport à ces questions-là. C'est un risque. Le risque de dénonciation, risque de modification du texte. Ça, c'est le politique qui le fait, qui vient, qui change la loi, etc. C'est un risque juridique. Et il y a la question de la réputation. Et ça, c'est le risque pays, puisque vous parlez de risque pays. La réputation, elle est importante. C'est-à-dire, si on a un État qui entre quand il veut dans des contrats et qui sort quand il veut, vous voyez un peu, le privé réfléchit par 1000 fois avant d'accepter de rentrer dans un de ces projets. Donc, un pays stable, qui atteint un certain niveau en termes de démocratie, de respect des libertés et de justice indépendante et impartiale, c'est des garanties pour la réalisation de projets PPP de qualité. D'accord.